C'est bon? Alors, on reprend le cours sur le dénombrement. Le cours numéro 2 sur le sujet. On avait, à la fin du cours précédent, donné la proposition suivante. Si E et F sont des ensembles de dimensions finies non vides, le cardinal de F exposant E, je rappelle que F exposant E désigne l'ensemble des applications de, attention, il faut bien se faire à cette notation, de grand E dans grand F. On utilise un lemme. On utilise un lemme qui est une généralisation du point qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire du cardinal d'un espace produit. Généralisation du point précédent. Alors, c'est quoi le point précédent? C'est si on a deux espaces E1 et E2 qui sont finis non vides, le cardinal de leur produit cartésien, c'est le produit de leur cardinal. La généralisation, c'est quoi? Si E1, virgule, E2, virgule, E grand N sont grand N ensemble fini non vide. Quel est le cardinal? Alors ici, bien sûr, grand N appartient à N avec, on va prendre grand N supérieur ou égal à 2. La généralisation, c'est le cardinal de E1 croix E2 croix 3 petits points croix EN égale quoi? Donc je vous rappelle que E1 croix E2, c'était l'ensemble des couples XY où X est dans E1 et XY est dans E2. Et on a vu que, en fait, on a raisonné. Est-ce que vous comprenez qu'on peut aussi raisonner en termes de choix ici? Comment choisir un couple d'éléments XY où X est dans E1 et X est dans E2? Premier choix, celui de X, cardinal de E1 choix. Ce choix étant fait, cardinal, enfin, pour Y, il y a cardinal de E2 choix. Donc finalement, pour le couple XY, il y a un cardinal de E1 fois cardinal de E2 choix. De même, s'il s'agit de dénombrer les grands N-uplets, c'est-à-dire les tuples, on dirait en informatique, ou les N-uplets de la forme x1, x2 jusqu'à x grand N, avec x1 appartenant à E1, x2 appartenant à E2, xn appartenant à En, j'ai combien de choix pour faire ça? Choix du x1, cardinal de 1, ce choix étant fait, cardinal de 2 choix, donc nombre de choix pour x1, x2, cardinal de 1 fois cardinal de E2. Ces deux choix étant faits, choix du x3, etc. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est produit pour k égale 1 jusqu'à grand N des cardinal de EK. Et la démonstration en termes de choix, à mon avis, dispense de l'utilisation des bijections que l'on avait utilisées nous. Un cas particulier de cela, c'est quoi? Ah oui, d'abord peut-être un petit rappel, parce que je l'ai dit à l'oral mais je ne l'ai pas écrit. Rappel, qu'est-ce que c'est que E1 croix E2 croix 3 petits points croix grand N, c'est oui, j'aurai la place dans tout le tableau, c'est l'ensemble des NP de la forme x1, x2 jusqu'à x grand N où x1 est un élément de E1, x2 est un élément de E2 jusqu'à 3 petits points, x grand N est un élément de E grand N. Et le cas particulier
cas particulier, qu'est-ce que c'est que le cardinal de E exposant n? Un petit rappel évidemment en dessous. Qu'est-ce qu'on appelle E exposant n? C'est E, croix E, n fois. Et donc qu'est-ce que c'est? Si ici tous les E1 sont le même espace, ben c'est produit pour k égale 1 jusqu'à n de cardinal de E. Mais évidemment, ça c'est E exposant n. Alors, hop, la preuve maintenant de notre proposition, c'est-à-dire le cardinal de E puissance n. Ah, bien sûr, oui, merci. Cardinal de E, merci Raphaël. Cardinal de E, exposant n. J'étais en train de regarder que les brosses sont vraiment très très blanches. Est-ce que vous pourrez faire comme à l'école avant? Je vais pas faire quelque chose, quoi. Merci. Donc j'en reviens à la preuve. Ça vous pouvez le souligner, hein. Cardinal de E exposant n égale produit des cardinales de E égale cardinal de E. Celui-là aussi, je vous propose de le souligner. Cardinal de E1 croix E2 croix En égale produit des cardinaux de n, des cardinaux des En. Alors, la preuve, en fait, il faut se demander comment construire une application de E dans F, puisque cette fois, c'est les notations que l'on met en place. Donc, E est fini, E non vide. Autrement dit, on peut poser grand E égale, alors, accolade, A1, A2, jusqu'à A, on va l'appeler, comment celui-là? On va l'appeler A petit n. Allez, ou A petit p. Allez, A petit p. Ou cardinal de E égale P supérieur ou égal à 1. Rappel, qu'est-ce que c'est que A1? On a vu qu'un ensemble est fini si et seulement si quoi? Il existe une bijection de E dans 1P. C'est l'inverse. C'est pas l'inverse, c'est la réciproque. A1, c'est l'image de 1 par la réciproque qui permet de compter les éléments de E. A2, c'est l'image de 2 par la réciproque des éléments, la bijection phi qui permet de compter les éléments de E. De même, on peut poser grand F égale B1, B2 jusqu'à Bn, où n égale cardinal de grand F. Alors ici, attention, hein, j'ai pris P au départ et n à l'arrivée. Tout le monde a souligné ça? La situation, on peut la représenter cette fois sous forme de patatoïde. Hop, ici vous avez A1, A2. Alors attention, hein, ça respecte aucun ordre particulier. A3, A4, A5, puis ici B1, B2, cette fois-là c'est B6, 1, 2, 3, 4, B3 et ici B5. Alors, l'idée qui vient, c'est qu'est-ce qui caractérise une application qui va d'un ensemble, de l'ensemble de gauche, dans l'ensemble de droite.
qu'est-ce que c'est que construire une application? C'est choisir. Une application, c'est un ensemble de flèches. Hein. Donc, il faut construire une application petit f là, qui va de l'un dans l'autre, comme ça. Là. Hop. C'est choisir l'image de 1. Hein. Vraiment au hasard. Hein. Hop. Vous l'envoyez sur B2, par exemple. Ensuite, par contre, vous voyez, vous avez le droit qu'il y ait une seule flèche qui part de 1. A2, vous choisissez au hasard. A4, vous choisissez au hasard l'image de As3. Allez, je vais dire que c'est B4 aussi. Je renonce au fait que mon application soit une injection. Et là, je fais cette dernière flèche. Autrement dit, je dis que déterminer une application que j'appelle petit f qui va de grand E dans grand F, c'est déterminer ou donner, c'est donner le PUPLAY. Le PUPLAY, alors lequel? Des images de l'ensemble de départ. Remarquez que quand vous créez une fonction, c'est ça qu'il faut faire. Il faut donner l'image de tous les éléments de l'ensemble de départ. Alors, en général, quand c'est une fonction numérique, vous donnez un procédé de type calculatoire. Mais parfois, non. D'accord? 0 ou 1 dans le cas de la fonction caractéristique d'une partie, par exemple, suivant l'image. D'accord? Donc, des fois, c'est des processus logiques aussi. Et puis, vous avez des fonctions définies par morceaux, avec des images phi, etc. Mais enfin, définir une application, c'est donner l'image de tout élément de l'ensemble de départ, de façon que celui-ci appartienne à l'ensemble d'arrivée. On est bien d'accord, c'est ça la définition d'une application. La différence ici, si vous voulez, c'est que comme il y a un nombre fini d'éléments au départ, il suffit de donner un nombre fini d'éléments pour caractériser totalement l'application. Donc, c'est donner le PUPLAY F2A1, virgule F2A2, virgule F2A... Bon, vous avez compris, je mets 3 petits points jusqu'à 3... Ici, c'est F2AP, c'est ça? F2AP d'éléments de E. Dans l'exemple du schéma... Exemple du schéma. Qu'est-ce que c'est que cette... ici, on a pris P égale 5 et N égale 6 et F de A1, F de A2, F de A3, F de A4, F de A5 vaut B2, F de A2 c'est B3, F de A4 c'est B4, c'est ça? F de A5 c'est B5, F de A2, F de A3, F de A4 c'est B4 aussi, et F de A5 c'est B5. Alors, finalement, est-ce que vous voyez le fait de dire la phrase que j'ai prononcée là? Ce qui caractérise une application de grand F, c'est un PUPLAY d'éléments de E, veut dire que, ainsi, l'application que je vais appeler grand phi, qui va de l'ensemble des applications de grand E dans grand F, dans grand F exposant P, ici je vous rappelle que P égale cardinal de E. Alors ici je prends une application et là je l'associe à son PUPLAY caractéristique, c'est-à-dire F de A1, F de A2 jusqu'à F de AP. Alors, la phrase qu'on a proposée, attention, ça c'est un petit p, hein, c'est pas un ensemble, c'est un nombre, hein, c'est f exposant p. Et que signifie f exposant p ici? Que signifie f exposant p?
C'est ce que je viens de rappeler à l'instant, là, dans l'introduction. C'est F croix F, avec P égale cardinal de E. F exposant P désigne l'ensemble des PUP des éléments de F. Ça vous va? Oui. Qui? Mais parce que notre application va de grand E dans grand F. Donc l'image des éléments de E sont forcément dans F. Ça, par exemple, ça appartient à quoi? Autant A1, A2, A3, A4, A5 appartient à E exposant 5, autant B2, B3, B4, B4, B5 appartient à F exposant 5. Ah oui, d'accord, d'éléments de F. Ah, merci. Excusez-moi. C'est lundi matin, et il y a des fautes de frappe. C'était quoi la précédente? E au lieu de cardinal de E, c'est ça? Oui. Ouais, bon. Attention, d'éléments de grand F. Merci, ça va. Est-ce que maintenant c'est clair? Alors, ainsi, l'application suivante est quoi? Est une... Alors ça, il faut s'y faire, hein. Si on dit que cet élément-là caractérise petit f, c'est que l'application qui va de là, dans là, est une bijection. Est une bijection. On en déduit que quoi? Alors vous savez qu'entre deux ensembles finis, quand il y a une bijection, le cardinal de l'un est égal au cardinal de l'autre. Autrement dit, on en déduit que cardinal de f exposant E égale cardinal de f, croix f, c'est-à-dire f exposant P. Attention, les notations sont trompeuses ici. Ça, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là? Pas trompeuse. Il faut faire attention. Dans f exposant E, il y a des applications. Dans f exposant P, il y a des PUP d'éléments de f. Oui, mais ça, c'est quoi? Et d'après notre lemme, ou généralisation précédente, le cardinal de grand F exposant P, c'est-à-dire des PUP d'éléments de F, c'est le cardinal de F exposant P. On a donc cardinal de F exposant E égale cardinal de F exposant P, c'est-à-dire, puisque P c'est cardinal de E, cardinal de grand F exposant E, c'est cardinal de grand F exposant cardinal de grand E, ce qu'il nous fallait démontrer. Ça vous va? Alors, on a commencé là, sans le dire, du dénombrement. On a dénombré des ensembles qui commencent à être un petit peu étonnants, hein, puisqu'ils contiennent des applications. Le grand 2 sera justement que des raisonnements de ce type. Combien d'éléments il y a dans certains ensembles, ces ensembles étant plus ou moins abstraits et dépendant plus ou moins d'autres. Alors, vous me dites quand vous avez fini. Oui? Alors qu'elle n'est pas injective, comment vous dire que c'est une injection? Non, ça c'est pas F. Si tu veux, phi c'est l'opérateur qui a une petite f associe son PUP caractéristique. Phi est bijective, mais f c'est la variable de grand phi. D'accord? Par contre, là où tu as raison, c'est sur, et ça nous servira tout à l'heure, c'est sur le PUP caractéristique qu'on constate ou non que petit f est surjective ou bijective. Par exemple, si il y a deux éléments de B égaux là-dedans, on peut affirmer qu'elle ne l'est pas. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une injection? Petit f. C'est quelque chose qui est envoyé par phi sur un PUP d'éléments 2 à 2 distincts. Est-ce que vous me comprenez?
Une injection petit f est une application envoyée par phi sur un PUPLay d'éléments 2 à 2 distincts de grand F. Ça vous va? On passe donc à grand 2, dénombrement. Proprement dit, dénombrement. Alors, on va dénombrer. Remarquez qu'on a un peu commencé. Hein. Ce que l'on vient de faire était presque du dénombrement. Hein. Dénombrer un ensemble fini, c'est déterminer son nombre d'éléments. Son nombre d'éléments, c'est-à-dire déterminer son cardinal. C'est-à-dire déterminer son cardinal. Remarque, on a déjà fait du dénombrement. Remarque, on a déjà dénombré. On a déjà dénombré quoi? Plusieurs ensembles. Lesquels? Dépendant d'autres, hein, évidemment. À partir de... On a dénombré quels ensembles dépendant d'autres? On a déjà dénombré E croix F, ou E et F, ou E1 et E2, je les avais appelés, non? C'est plutôt E1 et E2, ou E1 et E2 sont... Ça s'appelle le cardinal d'un produit cartésien. Où E1 et E2 sont des ensembles finis non vides. Et le résultat trouvé, c'était quoi d'ailleurs? Cardinal de E1 croix E2 égale cardinal de E1 fois cardinal de E2. Qu'est-ce qu'on a déjà dénombré aussi? Eh ben, la généralisation que je viens de rappeler au début, ça c'était finalement du dénombrement. E1 croix E2 croix 3 petits points croix E grand N. Où hein, je ne dis pas que c'est tous des ensembles finis. Et le résultat trouvé, c'était quoi d'ailleurs? Cardinal de E1 croix E2 croix E grand N, c'est le cardinal de E exposant grand N. Et enfin, qu'est-ce que l'on vient de dénombrer? On vient de dénombrer E. Oui. Le produit du cardinal et ce cas. Ah oui, pardon, ça c'est un cas particulier. Décidément, le 1 lit, c'est jamais la forme. Attention, j'ai fait comme les E étaient tous c'était tous E. Donc ici, c'est le produit. Je rappellerai le cas particulier entre parenthèses. Là, produit pour K égale 1 jusqu'à grand N des cardinaux de EK. Et un cas particulier, c'est le cardinal de E exposant N égale cardinal de E le tout exposant N. Et enfin, qu'est-ce qu'on vient de... Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà dénombrées, hein, ce truc-là, là, déjà dénombré, ce truc-là, déjà dénombré. Et puis là, le dernier en date, c'était quoi? Ben, celui qu'on vient de faire, l'ensemble qu'on vient de dénombrer, c'est F exposant E ou 3 petits points. Ça vous va? Les 3 petits points signifient qu'à chaque fois, il y a des conditions, hein, où là, ils sont tous, ils sont tous finis, et grand N est supérieur ou égal à 2. Ici, c'est pareil. Les 3 petits points signifient F et E sont des ensembles finis, non vides. Et d'ailleurs, le résultat trouvé, c'était quoi? Cardinal de F exposant E égale cardinal de grand F exposant
cardinal de grand E. Donc en fait, du dénombrement, on en a déjà fait. Et je vous remets les trois résultats donnés. Alors, du dénombrement, on va en faire d'autres. Et d'abord, bon, alors, du vocabulaire un peu ancien, des arrangements, des combinaisons, des parties. Alors, d'abord des arrangements. Premièrement, nombre d'arrangements. Ça, en fait, vous voyez, ça veut dire que si on veut utiliser un vocabulaire du dénombrement, et qu'on connaît le cardinal de f qui est n, et le cardinal de e qui est p, on peut dire que le nombre d'applications de e dans f est n exposant p. Et quand on prononce le nombre d'applications, on fait du dénombrement. On a dénombré le nombre. Premièrement, donc, en général, les titres de paragraphes dans le dénombrement, ça se commence par nombre de. Combien il y a de? Alors là, ça s'appelle le nombre d'arrangements. D'arrangement. Alors attention, comme d'habitude en mathématiques, les mots ont une extrême précision. Ceux qui dans le DS confondent permutation et échange font une erreur. D'accord? Un échange de colonnes et une permutation très spéciale. Une permutation, c'est quelque chose qui fait une bijection de l'ensemble des colonnes dans lui-même, des n colonnes dans lui-même. Mais on peut faire n'importe quel type de permutation. Alors qu'un échange correspond à le vrai mot pour échange, le vrai mot mathématique pour échange, transposition. D'accord? Parce que les colonnes sont identifiées par leur numéro. Quand vous faites des modifications dans l'ordre des colonnes, vous pouvez faire une permutation des colonnes, ou alors juste une permutation des indices des colonnes, ou alors juste une transposition. Donc c'est pas pareil. Vous comprenez? Quand on dit échange de deux colonnes, c'est une permutation très spécifique. Bon. Alors un arrangement, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est en lien évidemment avec ce que l'on vient de faire. C'est un PUPLE d'éléments 2 à 2 distincts d'un ensemble donné. Alors, bon, on l'appelle en général quand même grand E, même si ici dans l'exemple c'était plutôt F, soit grand E, un ensemble fini non vide avec cardinal de E égale petit n. Alors, on appelle et P, qu'est-ce qu'on va prendre? Et P un entier, et P appartenant à n avec 1 plus petit que P plus petit que n. On appelle P arrangement de grand E, un PUPLE d'éléments 2 à 2 distincts, 2 à 2 distincts de grand E. Un PUPLE d'éléments 2 à 2 distincts de grand E. Alors ça, c'est la définition. Hop. Exemple, bête, hein. Des exemples. E égale, on généralise à, on va reprendre notre A1, A2, A3, A4, A5.
Donnez-moi des 3 arrangements. Quelques 3 arrangements de E. Quelques 3 arrangements de E. 1. Ah oui, 1, 2 à 3, ça c'est un 3 arrangements, ça c'est vrai. Mais aussi, remarque, est-ce que c'est le même que A2, A1, A3? Pas du tout. Puisqu'un PUplay, c'est pas une partie. Un PUplay, l'ordre a de l'importance. Donc celui-là, c'est pas le même que celui-là. D'accord? Mais bon, là, vous avez pris les 3 premiers, qu'est-ce que vous pouvez prendre? A1, A3, je sais pas, A5? Mais pas forcément dans le même ordre non plus, je sais pas, vous pouvez prendre, faire preuve d'imagination. Hein. A4, A1, allez, A5. Du moment que les 3 sont 2 A2 distincts. Je n'ai pas le droit de mettre 2 fois, donc je dois faire une liste de 3 éléments de E sans mettre 2 fois le même. Compris? Oui. C'est-à-dire que si on aurait pris E avec... par exemple, A3, A2, A1, A4, A5, on aurait pu finir avec le même réarrangement. Parce que eux, on aurait pu inverser A3 et A1, par exemple. Ils nous ont quand même donné les mêmes arrangements. Mais ça aurait pas été... Oui, mais ici, si tu veux, une fois que tu as décidé que cet élément-là s'appelle A2, ce n'est pas celui-là. A2 et A3 sont 2 éléments distincts. Donc, suivant que tu mets A1 ou A2 dans une position de ton PUplay, ce n'est pas le même arrangement. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans l'écriture de E, l'ordre n'a pas d'importance. Par contre, dans le choix des éléments des PUplay, il a une importance. D'accord? Ça, typiquement, ça, c'est les 5 chevaux qui... Ça, c'est les 5 chevaux qui partent. L'ensemble des 5 chevaux qui partent le jour du tiercé. C'est vieux tout ça comme exemple. Plus personne fait du PMU, mais bon, il y a 5... Si, vous avez des grands-pères qui jouent au PMU. Il y a 5 chevaux, hyper compétitifs, dans la stèle de départ. C'est un ensemble de chevaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en revanche, une fois qu'ils ont leur dossard, il y a le cheval 1, le cheval 2, le cheval 3, le cheval 4, le cheval 5. Eh bien, c'est quoi les tiercés? C'est quoi les tiercés? Il y a bien le premier, quoi. Ça c'est un tiercé. Tiercé, ça c'est un autre tiercé. Ça c'est le cheval 1 a gagné, le cheval 2 a été deuxième, le cheval 3 a été troisième. Là c'est le cheval 4 a gagné, le cheval 1 a été deuxième, le cheval 5 a été troisième. Évidemment l'ordre a l'importance. Parce que Papy, là, avec sa grille de PMU, s'il a A1, A4, A5 et que c'est A4, A1, A5 le vrai tiercé, il ne gagne pas le même nombre d'euros. Papy ou pas d'ailleurs. Nous sommes respectueux de tous les joueurs de tiercé, quel que soit leur âge. Bien sûr. Alors, la réponse à la question, c'est quoi? Combien il y en a, quoi? Proposition. C'est assez intuitif, et après on fait une démonstration qui l'est peut-être moins, mais proposition. Ben, basez-vous là-dessus, tiens. S'il y a 5 chevaux au départ, il y a combien de tiercés possibles? 5 factoriel. Mais non! 5 puissance 3. Alors, mais non! 3 puissance 6. Alors, on se pose et on se calme. Tancred, explique-nous pourquoi tu proposes 5 factoriels. Parce qu'une fois qu'on a choisi 1, on n'a plus que 4 choix. Et... Donc, le cheval numéro 3 peut à la fois être premier, deuxième et troisième. Tu choisis ton premier, c'est le cheval numéro 3. Oui. Puis tu rechoisis le cheval numéro 3. Donc, en fait, il a gagné et il est deuxième. Et il est troisième. Et non. Ouais, monsieur, justement, avec son histoire de factoriel, c'était que justement, on en vire un à chaque fois. On choisit 1, on n'a plus que 4 choix. Ah, mais t'as dit quoi, alors? 5 factoriel. Ah, alors, c'est pas... Qui avait dit 5 exposant 3? C'est pas à toi que je voulais... Voilà, pardon, excuse-moi, je m'adressais en fait à Théo. Donc, tout ce que je viens de te dire, c'est à Théo que je l'ai dit. Théo, un même cheval ne peut pas être à la fois premier, deuxième et troisième. T'es d'accord? Donc, ton raisonnement, 5 exposant 3 est faux. Tancred, ton raisonnement, 5 factoriel est faux. Pourquoi? Alors, c'est pas pour ça.
C'est parce que tu me dis, une fois que j'ai choisi le premier, 5 choix. Et du coup, comme je viens de le choisir, il ne peut plus être premier, j'ai plus que 4 choix. Mais tu n'as pas besoin de faire 5 choix, puisque tu veux un tiercé. Tu as besoin de faire que 3 choix. Donc en fait, la vraie réponse, c'est quoi dans notre petit exemple tout bête? 5 fois 4 fois 3. Alors, généralisons quand même. Si j'ai, avec cardinal donc avec les notations précédentes, donc avec cardinal de E égale n et 1 plus petit que p plus petit que n, il y a le nombre de P arrangement de grand E est P arrangement de grand E et je vous écoute. Exactement. N factoriel sur n-p factoriel. Bon, est-ce que la preuve... Bon, preuve 1 par type de choix. Preuve 1 intuitive. Preuve 1, preuve intuitive. 1 de façon intuitive. Intuitive. Déterminer un PUPLE. Et je pense qu'on va en rester à la preuve intuitive d'ailleurs. Un PUPLE d'éléments. Alors finalement, AI1 AI2 AIP de E avec E égale 1 à 2 à N et quel que soit... Alors, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est quel que soit IJ appartenant à 1P carré, I différent de J implique... Alors, pas I, excusez-moi, parce qu'ici, j'ai écrit I. Donc, je vais écrire ici, je vais les appeler K1, K2 jusqu'à KP. A K1, A K2 jusqu'à A KP. Si IJ différent de 1P, on veut que AKI soit différent de AKJ. Donc ça revient à choisir d'abord K1, ça vous va? K1 dans 1N. Puis ce choix étant fait, à choisir quoi dans quoi 2? À quoi dans quoi? Choisir K2 dans... ici, il y a n choix. Hein, n choix. Puis ce choix étant fait, choisir K2 dans quoi d'ailleurs? Dans 1n, moins celui qu'on vient de... Donc, Donc, ce deuxième choix étant fait, il y a cette fois, n moins un choix.
possibles. Et à ce stade, il y a n fois n-1 choix possibles de K1, virgule K2. Ça vous va? De K1, K2. Bon, en réitérant le raisonnement, finalement, et je pense qu'en réitérant le raisonnement, il y a combien de choix possibles avec un S de, alors, K1, K2, jusqu'à KP. Réponse. Donc, choix du premier, N. Choix du deuxième, N-1. Et attention, c'est là que ça se joue. Qu'est-ce qu'il y a là? Il faut qu'il y ait combien de facteurs dans le produit? Là, après 2 choix, vous voyez que j'ai N-1. Après P choix, j'ai quoi? 2 choix, N-1. P choix, N-P plus 1. Ici, il y a combien de facteurs dans ce produit? Remarque. Le produit, ici, il y a combien de facteurs là? Exactement. Ceci est un produit de... Mais non, il y en a combien de facteurs? On a dit qu'on a fait P choix successifs, donc il y a P facteurs. Il y a P facteurs dans le produit. Il y a P facteurs dans ce produit. Bon, on a bien. Donc, le nombre voulu est donc le nombre de P arrangements avec un S de E ou cardinal de E égale N et alors il y a un nom qui est donné en général à ce nombre, c'est grand A pour arrangement et P comme ça alors, hein, ce nombre, c'est une notation un petit peu ancienne, c'est arrangement un P arrangement, A pour arrangement, on met P parce que c'est P arrangement d'un ensemble qui a N éléments. Ça c'est quoi? On a dit que c'était N fois N-1 fois. Ici bien sûr c'est des fois, hein, fois 3 petits points, N moins P plus 1, c'est-à-dire A NP égale, alors je vais le décaler pour que ce soit plus lisible, c'est-à-dire A NP égale N factoriel sur N-P factoriel. Est-ce que c'est valable même si P égale N? Vous savez qu'on a certaines conventions concernant les factoriels qui permettent, parce qu'on peut se demander si vous pouvez pousser le raisonnement là jusqu'à des N arrangements. La réponse c'est oui ou non. Remarque. Ceci est encore valable. Ceci est encore valable pour P égale N. Et on a donc le nombre de N arrangements d'un ensemble qui contient N éléments, c'est quoi? N factoriel, alors N ça fait bien 0 factoriel, et ça fait
n factoriel. Eh bien, une remarque. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Et à l'instant, on a fait une remarque sur le vocabulaire. Il y a un mot que j'ai prononcé. N factoriel, c'est quoi? Non, d'accord, oui, oui. Je sais que c'est n fois n-1, d'accord. Non, mais en termes de dénombrement, c'est un nombre bien particulier. Et c'est quoi un n arrangement? On remarque. On remarque qu'un n arrangement d'un ensemble de cardinal n peut être associé de façon est associé et caractérisé par quoi? N factoriel, ça vous parle pas? C'est des permutations. C'est quoi un arrangement, un n arrangement d'un ensemble qui a n éléments? C'est les classer tous. Donc c'est choisir le premier, puis choisir le deuxième, puis choisir le troisième. Bon, il y a combien de façons de faire? N factoriel façon. Mais n factoriel, c'est quoi? C'est aussi le cardinal du groupe des permutations de un n dans lui-même. Et c'est bien logique. C'est bien la façon de permuter, au sens mathématique, les éléments de E. Donc, est caractérisé par la donnée d'une permutation alors soit des éléments de E, soit des éléments de E, ou de leur indice, une fois écrit ou choisi une numérotation. Une numérotation. Rappel. N factoriel, c'est le cardinal d'un groupe qu'on a utilisé pour construire le déterminant, c'est grand sigma n. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un sens précis à un n arrangement d'un ensemble de cardinal n est caractérisé par la donnée d'une permutation des éléments de E? Un petit complément peut-être. Complément formaliste. Je ne sais pas si le mot existe, j'en sais rien, je viens de l'inventer. Formalisons le fait que cette phrase-là, que j'efface pas d'ailleurs, j'enlève tout ce qui est autour, voilà. Ça va. Essayons de donner un sens mathématique précis à la phrase qui est là. Un n arrangement d'un ensemble de cardinal n est caractérisé par la donnée d'une permutation des éléments de E. Bon, d'abord, on va raisonner sur les indices plutôt que sur les éléments. Tu vois ? Donc on pose E égale, j'avais choisi A1, A2 jusqu'à
n. Qu'est-ce que c'est qu'on va donner un nom? On note grand A n de E, l'ensemble des n arrangements, ça vous va? C'est pas terrible, enfin bon, c'est comme ça. L'ensemble des n arrangements de E. Des n arrangements de E. Donnez-moi une bijection qui va de AN de E dans... ou alors on va peut-être faire l'inverse. Ouais, on va peut-être faire l'inverse. On va faire ici, je vous mets grand sigma n. Et là, on va faire AN de E. Si je vous dis que un n arrangement est caractérisé par la donnée d'une permutation des éléments des indices de E, ça veut dire qu'il y a une bijection entre les permutations des indices de E et les n arrangements. Cette bijection, je voudrais la formaliser. On ne le fera pas tout le temps, hein, mais quand on dit que deux ensembles ont le même nombre d'éléments, ça veut dire qu'il y a une bijection entre l'un et l'autre. Ça vous va? On dit aussi qu'ils sont équipotents. Je ne sais pas si je prononçais ce terme, c'est un terme qui est... Bon, il suffit de dire même cardinal. Hein. D'accord? Deux ensembles au même cardinal, si et seulement si, il y a une bijection qui va de l'un dans l'autre. On a écrit ça. Donc là, je vous dis que cette bijection, je voudrais la formaliser. Est-ce que vous... Alors c'est ce que j'avais appelé phi, Manon, tout à l'heure. J'avais formalisé la bijection qui caractérise une application de grand E dans grand F par le choix d'un PUplet d'éléments de F. Et j'avais donné la bijection. Ici, donnez-moi la... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans sigma n? Il y a une petite permutation qui s'appelle sigma. Et bien là, je vais choisir quel NUplet. A numéro sigma 1. En fait, sigma 1, c'est quoi? C'est le choix alors, du numéro du gagnant dans mon exemple du tiercé, sauf que là, on écrit l'arrivée complète. On écrit l'arrivée complète de tous les chevaux, puisqu'on fait un N arrangement. On ne fait pas un 3 arrangement comme tout à l'heure, on ne fait pas un P arrangement, non, on fait un N arrangement. Donc on va jusqu'au bout. Donc là, le choix de sigma 1 correspond au choix du premier élément qu'on prend dans E. Ou plutôt du premier indice. Vous voyez, si c'est A4 qu'on met là, j'écris A sigma 1. Ensuite, ici j'écris A sigma 2. Et qu'est-ce qu'ils ont? C'est A sigma 1 jusqu'à A sigma 2 jusqu'à... Enfin plutôt, sont deux A2 distincts. Donc les indices étant distincts, puisqu'ils caractérisent E via la bijection de comptage, les sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma n sont deux A2 distincts. Donc c'est quoi sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma n? C'est bien l'image par sigma de 1n. Sigma étant une permutation de 1n. Autrement dit, cette application qu'on peut appeler phi, appelons phi à chaque fois notre bijection là, est une... Ben, je viens de le dire, hein, est une bijection. Autrement dit, cardinal de... Donc le cardinal des n arrangements de E avec si cardinal, ça c'est quoi? Ou donc si cardinal de point, si cardinal de E égale n, alors le cardinal des n arrangements de E, c'est le même que le cardinal de grand sigma n, et ça vaut n factoriel. Bon, je ne voulais pas particulièrement faire cette généralisation formaliste, mais est-ce que vous la comprenez? Est-ce qu'il est logique
qu'il y ait n factoriel, n arrangements d'un ensemble de cardinal n pour vous maintenant. Sans parler de cette formalisation, parce que vous voyez que ça correspond à n choix successifs d'indices de Z distincts. Et ça, c'est n factoriel choix. Clair? Bon, la preuve 2, je vous la laisse faire. J'ai écrit un 1 tout en haut. Une preuve par récurrence est possible. 3 petits points. Une preuve par récurrence est possible. Mais j'ai pas envie de la faire. On n'est quand même pas en avance en avance. Il nous reste à faire des petites conventions. Des petites conventions. Si P est strictement plus grand que N. Qu'est-ce qu'on appelle le nombre d'arrangements, de P-arrangements d'un ensemble à N éléments? Autrement dit, combien y a-t-il de façons de choisir un P-uplet d'éléments 2 à 2 distincts d'un ensemble de cardinal N? 0. Est-ce qu'il est assez logique de poser ça? Pourquoi? Mais vous avez que N éléments à disposition, vous ne pouvez pas en choisir strictement plus que N 2 à 2 distincts. Ça vous va? Bon, et puis si P égale 0, je ne sais pas si... Ouais, de toute façon, si P ou N égale 0. Bon, si P égale 0, qu'est-ce qu'on dit de... Comment on peut choisir un zéro arrangement? Oui, il n'y a qu'une façon de rien choisir. Ça vous va ou pas? Donc ici on écrit 1. Et y compris si n ne compte... y compris si n égale 0. Y compris si n égale 0. Bah, c'est pas le cas où du coup on a P qui est supérieur à N. Bah, si on veut écrire, ouais. Bon. Les arrangements quand n égale 0. Bon, si n égale 0, alors, si tu veux. Qu'est-ce qu'on écrit pour ANT? Ça dépend si P égale 0. Est-ce que ça c'est bien pertinent ce que je vous raconte là? Si n égale 0, oui, brieux. Bon, ça c'est des détails, hein, mais brieux. Si P est supérieur à N, c'est 0. Et si P égale 0, c'est... Enfin, si P est supérieur à... Donc c'est 1 si P égale 0. Oui, et 0 sinon. Et 0 sinon. Ça vous va comme convention? Moi, elles me vont assez. Deuxièmement, non, pardon, lien avec les injections. Lien avec les injections de grand E dans grand F. Alors attention, pour respecter les notations du paragraphe précédent, on va changer ici les notations. Soit E, un ensemble fini de cardinal P. Un ensemble fini de cardinal P et F. Un ensemble fini de cardinal N. Alors, attention, hein, ça sera
ça sera important. Proposition, mais j'aurais pu mettre les hypothèses à l'intérieur de la proposition. Hein. Donnez-moi le nombre d'injections de grand E dans grand F. Lien. Il y a même un lien presque unique. Bon, on recommence. C'est quoi choisir une application de grand E dans grand F? C'est choisir, si E c'est... j'enlève ça. Preuve. On reprend bien sûr notre comptage. E c'est A1, A2 jusqu'à AN. Non, AP, pardon. F. C'est B1, B2 jusqu'à BN. Une application petit f de grand E dans grand F est caractérisée et E par le choix de, ou par la donnée. Alors, caractérisé ou déterminé, ça vous va? Caractérisé, déterminé, c'est la même chose. Hein. Par le choix ou la donnée du PUPLay. On vient de l'écrire en début de séance. Quoi? F2 A1, F2 A2 jusqu'à F2 A P d'éléments de grand F. Et rappel, il y en a il y a combien de ces... On vient de le voir au début de la séance. N exposant P. Possibilité. Choix. Possibilité, ça va. Choix de F. Bon, on a dit que le cardinal de l'ensemble de toutes les applications de E dans F, c'était le cardinal de F exposant cardinal de E, donc ça fait bien N exposant P. Choix possible. Ça vous va ou pas? Choix possible. Bon, mais ça c'était une application. Maintenant on veut une injection. C'est quoi une injection petit f de grand E dans grand F? Elle est caractérisée ou déterminée par caractérisée et E par la donnée ou le choix. Vous comprenez? Vous préférez le choix ou la donnée? Après tout, le choix. Hein. Moi, je veux bien caractériser par le choix. Caractériser. Si on parle en termes de choix ici, c'est pas mal de parler en termes de choix ici. Hein. Par le choix du... Alors, une injection 1 est caractérisée par le choix. Quel mot il suffit de rajouter? Du PUPLay F2A1. J'aurais peut-être pas dû reprendre toute ma phrase, mais bon. F2AP d'éléments. Qu'est-ce qu'il suffit de rajouter? Deux à deux distincts. De grand F. Conclusion. Il y a combien de choix? Il y a
c'est ce qu'on vient d'écrire, hein, c'est-à-dire ANP égale n factoriel sur choix. Vous n'avez pas écrit la proposition. Qu'est-ce que j'ai écrit? Non, on n'a pas La fait numération de E dans la Là, j'ai pas fini ma phrase. Ah, j'ai effacé avant d'écrire la phrase. Alors, le nombre. Bon, je reprends les hypothèses. Cardinal de E égale P cardinal de F égale N. Le nombre d'injections de F de E dans F, pardon, est. C'est ça, j'avais laissé un blanc. Bon, bah alors la réponse, c'est quoi? C'est grand A NP égale N factoriel sur N moins P factoriel. Et est-ce que vous comprenez le lien? Donc la preuve, elle est là-haut. Alors, cette fois, je l'encadre. Proposition. Je l'avais déjà écrite, hein. Il y a juste le résultat. Vous comprenez que choisir des PUP parmi n, c'est compter les injections d'un ensemble à P éléments dans un ensemble à n éléments? Ah, par contre là j'ai peut-être effacé encore trop vite, non? Une injection petit f de grand E dans grand F est caractérisée par le choix d'un PUPLay FA, F1, F2 d'éléments 2A2 distincts de grand F. Et voilà. Tu lances pas des parenthèses sur le NP. Pardon? C'est N-P factoriel. Oui. Ah, pardon, oui, ça c'est quand même plus joli, évidemment. Oui, tu as tout à fait raison, parce que la factorielle porte uniquement sur ce qui précède ci. Compris ou pas? Alors attention. Deuxièmement, nombre de parties. Nombre de parties avec un S. Alors vous voyez qu'alternativement, pour que les énoncés soient à peu près cohérents, le cardinal de l'ensemble dont il s'agit s'appelle soit N, soit P. Faut bien retenir qui est N et qui est P là-dedans. Hein. Ça vous va? N c'est quoi? C'est le cardinal de l'ensemble d'arrivée. Et P, c'est quoi? Le cardinal de l'ensemble de départ. Bon, pour le nombre de parties, on va pas s'embêter. Hein. Mais ça, c'est comme dans les espaces vectoriels. Quand on a deux espaces vectoriels, des sous-espaces vectoriels, il faut bien choisir deux dimensions. D'accord? Est-ce que vous vous souvenez que les matrices NP, on a fait le même type de choix? Si vous avez une matrice NP, elle caractérise dans une base donnée une application linéaire qui va d'un espace de quelle dimension dans quelle dimension? De 80 P à 80. Voilà, l'espace de départ est de dimension P, l'espace d'arrivée est de dimension N. Et la matrice, elle est NP. C'est pour ça qu'on a fait ce petit choix. Ça vous va? Ici, c'est un peu pareil. C'est pour ça que tout à coup, dans mon lien avec les injections, le E qui avait un cardinal N s'est mis à avoir un cardinal P. Parce que N est réservé à l'ensemble d'arrivée. Vous avez compris? Bon, alors là, dans le nombre de parties, il n'y a qu'un ensemble. Donc on l'appelle E et on dit que son cardinal c'est N. Soit E, un ensemble fini. Soit E, un ensemble fini. Alors d'abord non vide, on prendra une convention après.
De cardinal petit n. Alors, ma question est combien il y a de parties de E? Alors, d'abord un petit rappel. On rappelle que P de E, avec un grand P là, désigne l'ensemble de toutes les parties de grand E. Un petit exemple. Alors, ça explose extrêmement rapidement, cette affaire. On va prendre un ensemble qui contient que 3 éléments. E égale ABC. Alors, c'est un exercice qu'on a fait en informatique, qui était généré sous forme de liste toutes les parties de E. Alors, qu'est-ce que c'est que P de E? P de E égale, c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E. Alors, il y en a un qui est très particulier, c'est quoi? C'est vide. Vide est un sous-ensemble de E. Ensuite, il y a tous les sous-ensembles qui contiennent un seul élément. On les appelle les singletons. Il y a le singleton A, le singleton B, le singleton C. Ensuite, il y a tous les sous-ensembles qui contiennent 2 éléments. Il y a le sous-ensemble AB. Il y a le sous-ensemble, et là est-ce que je continue ici? Il y a le sous-ensemble A, C, puis il y a le sous-ensemble BC, et enfin il y a le sous-ensemble très particulier qui est l'ensemble ABC, que je peux appeler E tout entier. Donc ici, le cardinal de E, c'est 3. Et le cardinal de l'ensemble des parties de E, c'est combien? Ils sont sous vos yeux là, hein. Il y a 3 singletons, 3 ensembles à 2 éléments, E et vide, ça fait 8. Et 8, c'est 2 exposants, 3. Alors, la proposition que j'écris, elle va consister à dire oui. Une partie, on a aussi les éléments de 2 A2 distincts. Comment ça? Non, on ne peut pas avoir A1. Ah non, quand tu mets des accolades, je te rappelle que ça fusionne les éléments. L'accolade avec AA n'existe pas. C'est l'ensemble qui ne contient que A. Vous comprenez? Alors, en informatique, c'est la différence entre set et tuple. D'accord? Ou liste et tuple. Et liste et set. Set, ça confond tous les éléments. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait possibilité de mettre 2 fois le même élément dans une liste du type F de 1, F de A2. Autrement dit, il existe des applications non injectives, parce qu'elles sont caractérisées par des tuples et pas par des parties. Oui? Non? Servan, vous voulez pas poser une question? AB, c'est pareil que B. Ça, là? Eh oui, exactement. Bien sûr. Mais c'est un peu le même genre de question. Entre accolades, on parle d'ensemble. Dans un ensemble, l'ordre ne compte pas. Entre parenthèses, on parle de... En maths, on parle de p-uplet. En informatique, on parle de tuple. Et l'ordre a son importance. L'ensemble 1-2 est égal à l'ensemble 2-1. Par contre, le couple 1-2 n'est pas égal au couple 2-1. Compris pour tout le monde? Bon, la question c'est est-ce que c'est généralisable? Et la réponse c'est oui. Proposition. Si cardinal de E égale n, le
cardinal de l'ensemble de toutes les parties de E, c'est 2 exposants n. Alors, bon, on pourra faire une petite convention après. Est-ce qu'à votre avis, si n égale 0, tiens, ben, je vais faire tout de suite une convention. Comme ça, on n'en parlera plus. Si n égale 0, c'est quoi le cardinal? C'est quoi E d'ailleurs? C'est l'ensemble vide. Et c'est quoi P de E? C'est le seul sous-ensemble de vide, c'est vide. Donc, et cardinal de, donc on continue. Donc, cardinal de P de E, dans ce cas-là, ça vaut 1, et 1, c'est bien 2 exposants 0. Et en fait, ce truc est vrai pour tout. Ça vous va? De même, vous pouvez retenir la formule du ANP, qui est avec les factoriels. Ça marche pour tout le monde. Hein, je le rappellerai après dans le type convention, quand on fera les CNP. Alors, pourquoi, à votre avis, le cardinal de l'ensemble de toutes les parties de E, c'est 2 fois le cardinal de E? 2 exposants fois le cardinal de E. C'est la somme du triangle de Pascal. Ça c'est vrai, mais comme on n'a pas encore donné un sens de dénombrement aux éléments qui sont dans le triangle de Pascal, c'est trop en avance. C'est 0 parmi n plus 1 parmi n plus 1. Oui, mais on ne sait pas. Ouais, mon objectif est de donner un sens de dénombrement à 2 parmi n, 3 parmi n, 4 parmi n, etc. Donc, une fois qu'on saura faire ça, on dira il suffit de sommer tous les éléments d'une ligne et on trouve 2 exposants n. D'accord? Mais ça, c'est mon paragraphe d'après. Le k parmi n, ça s'appelle une k combinaison d'un ensemble. Le nombre de k combinaisons d'un ensemble à n éléments. D'accord? On veut donner un sens. Pour l'instant, k parmi n, pour vous, c'est un nombre. Vous êtes d'accord? Dans le cours de mathématiques de sup, k parmi n, c'est quoi? C'est n factoriel divisé par n moins k factoriel divisé par k factoriel. C'est un nombre. On ne lui a pas donné le sens qui est vrai, son vrai sens, qui est le nombre de façons de choisir k éléments parmi n. Son sens mathématique, maintenant qu'on a fait une année de formalisme, c'est le nombre de parties à p éléments d'un ensemble qui a n éléments. Le nombre de parties, le nombre de façons de prendre p éléments dans un ensemble qui en a n. Donc ça sera mon paragraphe 3. Pour l'instant, on prend des parties. Regardez, en gros, vous avez n boules. 3 parmi n, c'est quoi? C'est le nombre de façons de prendre 3 boules. D'accord? Mais 2 exposants n, c'est le nombre de façons de prendre des boules. Soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Toutes les façons de prendre des boules parmi n boules. Y compris une façon qui est de ne pas en prendre. Vous comprenez qu'il n'y a qu'une façon de prendre n boules. Il n'y a qu'une façon de prendre 0 boules. Il y a n façons de prendre une boule. Vous me suivez? Bon, etc. Maintenant, le théorème dit quoi? Il y a 2 exposants n façons de prendre un certain nombre de boules qu'on ne connaît pas. Il y a 2 exposants n façons de prendre des boules. Vous comprenez ce qu'on dit? Alors, il faut finir... alors, qu'est-ce qui caractérise une partie dans un ensemble? Preuve. Et là encore, c'est le choix. Regardez, l'idée c'est la suivante.
vous avez votre tas de boules. Je dis des boules parce que quand on fait des probabilités, les urnes contenant des boules, il y en a. On parle que de ça. Donc vous avez une urne contenant n boules. Vous voulez choisir certaines de ces boules. Ça vous va? Je dis que c'est pareil que de dire que pour chaque boule, de choisir si je la prends ou pas. J'appelle 1 le choix de la boule. Et j'appelle 0 le pas choix de la boule. Autrement dit, je dis choisir certaines des boules, c'est mettre un 1 ou un 0, un true ou un false sur chacune de ces boules. Est-ce que vous me suivez? Une fois que j'ai fait ça, je ramasse tous les true, si ma logique est à peu près normale, quoi. Si je suis bizarrement câblé, je ramasse tous les false. Peu importe. Vous avez compris? Bon, donc, choisir des éléments, c'est les indexer par true ou false. Tous. Formalisons ça avec une phrase mathématique. Le choix d'une partie, le choix d'une partie de E est caractérisé par la donnée. Remarquez que c'est aussi par le choix d'une application. Là, après tout, vous préférez le mot choix en général. Par le choix d'une application bien connue, d'une application connue, on verra un peu plus tard, elle s'appelle d'une application connue, qui porte un nom connu, d'une application quoi dans quoi? De quoi dans quoi? Une application petit f qui va de E dans 0,1 et qui a x E dans 0,1. En effet, si connu, en effet, si A est une partie quelconque, de grand E, A est caractérisé par et E par l'application. Alors, vous la connaissez, en fait, c'est pour ça que je dis connu, c'est parce que ce F porte un nom. F égale 2 points, vous me le rappellerez ensemble, qui va de E dans 0,1 et qui a X associé. Je vous écoute. True ou false? 1 si X est dans A et 0 si X n'est pas dans 1. Pardon? C'est qui a caractéristique de A, ou alors une autre façon de l'écrire. Oui, comme ça, là. Application caractéristique de A. Est-ce que vous comprenez qu'il y a donc autant de parties de E que d'éléments dans... Il y a donc autant de parties de E que d'éléments, ou que d'applications, d'éléments, mais ces éléments sont des applications. De quoi dans quoi? De E dans 0,1. Cet ensemble, il s'écrit comment?
dans 0,1 exposant E. Complément formalisme. Formalisme. Formalisme, Manon. Phi, grand phi, qui va de l'ensemble P de E et qui a une application A associe quoi est une bijection. Est une bijection. Une partie de E, j'associe quoi qui la caractérise de façon bijective? Ben, qui a? Qui a caractérise A. Pour ça vous va? Et là, c'est quoi là-haut? 0,1 exposant E. J'aurais pu aussi écrire toutes les... Ça veut dire quoi, formaliser? Ben, ça veut dire donner un sens mathématique à la phrase « Il y a donc autant de parties de E que d'éléments dans 0,1 exposant E ». Tu vois que ça réfère au fait que P de E et cet ensemble ont le même cardinal. Or, en mathématiques, avoir un même cardinal, formellement, c'est être en bijection l'un avec l'autre. Être équipotent. Il existe une bijection d'un ensemble dans l'autre. D'accord? Vous voyez qu'au début, le nombre de cardinal a été défini même par une bijection. Donc, le langage courant, et même mathématique, hein, ça passe. Il y a autant d'éléments dans cet ensemble que dans un autre. C'est une phrase mathématique qui passe. Mais si c'est vrai, derrière, il y a une formalisation possible qui est « je peux construire une bijection de l'un dans l'autre ». Donc là, j'ai construit une bijection de l'un dans l'autre. J'ai formalisé mon affirmation qui dit qu'il y a autant de parties de E que d'éléments. Mais vous comprenez que les éléments sont des applications. Là, c'est des parties, et là, c'est des applications. Il y a autant de parties là que d'applications là. Or, le cardinal de 0,1 dans E, c'est quoi? C'est le cardinal de 0,1. Cardinal de 0,1 exposant le cardinal de E. Avec deux notations, c'est 2 exposant n où n égale cardinal de E. Donc, et vous voyez, et on finit par ça, donc le cardinal de l'ensemble de toutes les parties de E, c'est bien 2 exposant n où n égale cardinal de E. Et pourquoi? Ben, soit grâce à cette phrase-là, il y a autant de parties de E que d'éléments dans 0,1 exposant E, soit formellement, comme il y a une bijection entre là et là, le cardinal de l'un est égal au cardinal de l'autre. Ça vous va? Alors, je suis conscient que c'est un petit peu abstrait, mais il me semble qu'avec les urnes, les boules, les chevaux, les tiercés, il y a moyen de donner un sens un peu plus concret à tous ces objets. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs dans les exercices. Hein. D'accord? Donner un sens concret, puis essayer de retrouver... Parce que les exercices, c'est le contraire en fait. On vous donne une situation concrète, et il faudra que vous retrouviez le formalisme mathématique. S'agit-il de compter des parties? S'agit-il de compter des PUplay? S'agit-il de compter des applications? Vous voyez que pour l'instant, on a fait les trois. Et s'il s'agit de compter des applications, s'agit-il de compter des applications injectives ou non? D'accord? Allez, à demain.